La mort de Jessica, 17 ans, dernière victime de l'affaire d'empoisonnement d'Abou Malaz, serait due à une négligence médicale selon son père. Alors que son état s'était amélioré, les médecins l'avaient renvoyée chez elle, mais après une rechute, elle a été transférée de service malgré les supplications de sa famille. Après l'intimidation des habitants de Sakati opposés à son projet d'hôtel 5 étoiles, Green Madeleine change de stratégie et mise désormais sur des actions sociales pour gagner leur soutien. Or, son bail foncier a été annulé en 2019. L'entreprise n'a plus d'autorisation légale pour opérer sur cette île. De l'actualité internationale, le président français Emmanuel Macron a demandé à son Premier ministre de durcir le temps avec des mesures très concrètes comme la suspension de l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. Des annonces qui n'ont pas manqué de faire réagir les autorités algériennes. Une négligence médicale serait la cause de la mort de Jessica, une jeune fille de 17 ans décédée hier des suites de l'affaire d'empoisonnement d'Abou Malaz, selon son père. L'état de santé de Jessica s'était amélioré et les médecins l'avaient renvoyée à la maison. Le père de Jessica avait même le sentiment qu'elle était guérie. Quelques jours plus tard, Jessica a ressenti quelque chose d'étrange dans son corps et s'est plainte à sa famille, ce qui a nécessité un retour à l'hôpital. Cependant, le traitement a continué et les médecins ont décidé de la transférer de service. Jessica et sa famille ont supplié qu'elle ne soit pas déplacée, mais leurs supplications n'ont pas été entendues. Jessica est tombée malade après l'anniversaire et nous sommes allés à l'hôpital. Nous avions été bien reçus par les autorités et le personnel. L'évolution de Jessica a été progressive. Pendant 15 jours, elle entendait mais ne pouvait pas bouger. Pendant une semaine, elle a commencé à bouger ses membres petit à petit. Puis, quand le traitement a avancé et qu'elle a commencé à reprendre des forces, les médecins nous ont dit de rentrer, qu'elle était tirée d'affaire. Nous aussi, la famille, avions l'espoir que tout était réglé. Ensuite, Jessica s'est sentie à nouveau mal après notre retour et nous sommes revenus à l'hôpital. Ils nous ont reçus, mais plus tard, les médecins ont pris la décision de la changer de chambre pour la 232 dans un autre service. Je leur ai dit que non, que ma fille allait mourir si on la mettait là-bas, car certains qui étaient là-bas sont morts. Jessica avait encore des forces, elle pouvait encore marcher, elle a dit qu'elle ne voulait pas monter, elle voulait savoir si elle pouvait rester dans le service du bas, mais le médecin a dit qu'un professeur très qualifié allait s'occuper d'elle dans l'autre service. Nous leur avons fait confiance, alors nous sommes montés. Jessica a pleuré. Le médecin lui a dit qu'il allait la suivre. Elle était là-bas dès mardi après-midi. Elle a été bien prise en charge. La nuit, il y a eu des médicaments, mais il n'y avait pas personne pour les administrer, ni infirmière, interne, médecin ou professeur. Nous n'avons pas pu faire de scanner, de radio d'analyse. Jessica est morte à cause d'un non de prise de responsabilité. Pourquoi les médecins que nous avons appelés ne sont pas venus? Le professeur n'a pas pris ses responsabilités. La décision du service d'en bas était aussi mauvaise. Jessica avait évolué. Elle aurait dû être encouragée. Elle allait guérir. Ils n'ont pas été informés du moindre détail concernant les médicaments prescrits à Jessica, ni même de la manière de les utiliser. Ils avaient l'espoir que Jessica guérirait et se rétablirait complètement, mais elle a maintenant été emportée par la mort. La famille a choisi de ne pas porter plainte. Les patients ne sont pas pris en charge, ce sont les accompagnateurs qui font le travail des médecins selon les explications. Si les médecins avaient écouté Jessica lorsqu'elle a demandé à ne pas être transférée de chambre, sa mort n'aurait pas eu lieu. Votre patient meurt, car si vous appelez un médecin, ils disent qu'ils vont venir. Mais il faudra attendre 1 ou 2 heures pour qu'un médecin arrive vraiment. Arrivé, ils disent avoir besoin d'un tensiomètre, puis disparaissent à nouveau. Nous avons appelé un autre médecin, il arrive, ne fait que prendre la tension et dit aller chercher un médicament, puis disparaît à nouveau. Jessica nous a demandé de lui donner son médicament pour la tension. Et nous qui surveillons n'osions pas et voulions attendre la décision des médecins. On ne sait pas si c'est parce que la patiente
est prise en charge par l'État, qu'il n'y mette aucun sentiment. Personne du service d'en haut ne se préoccupe de nous, alors qu'au service d'en bas, Jessica était à l'aise. Là-bas, dès qu'on appelait un médecin, il venait tout de suite. Il la traitait immédiatement. Le professeur est passé voir Jessica pendant 15 minutes, a dit qu'elle allait bien, alors qu'elle commençait à s'épuiser, puis il est parti. Si on avait accepté la demande de Jessica de la laisser rester dans le service du bas, elle ne serait pas morte. Les médecins du service d'en haut n'ont pas fait leur travail. Jessica s'est vraiment battue. Jessica Ifenoasen, l'hôtesse de l'anniversaire, était amie et camarade de classe. Elle allait commencer sa deuxième année de droit lorsqu'elle est décédée. Son père l'a décrit comme une enfant sage et studieuse. Ses funérailles auront lieu demain au caveau familial à Mbouibao à Timou. Pour rappel, le nombre de décès liés à l'affaire d'Ambo Malaz s'élève désormais à 33 et d'autres personnes sont toujours sous traitement à l'hôpital. L'entreprise Green Madaland tente désormais de séduire la population de l'île de Sakati après avoir eu recours à des convocations à la gendarmerie et à des descentes massives des forces de l'ordre pour intimider les habitants opposés à la construction d'un hôtel 5 étoiles. Les pressions n'ont pas fait reculer la population de Sakati. La société a changé aujourd'hui d'approche. Elle prévoit de distribuer des fournitures scolaires, de mener des actions de santé et autres œuvres sociales pour tenter de gagner les faveurs des habitants. Les habitants rappellent de leur côté que cette entreprise n'a plus d'autorisation pour opérer sur l'île. Présente depuis 2016 avec l'ambition de réaliser de grandes infrastructures, l'entreprise n'a jamais dévoilé l'identité de ses véritables propriétaires. L'obtention du bail reste pour nous un mystère. C'est comme s'il était tombé du ciel. Nous ne savons toujours pas clairement ce qu'il compte faire à Sakati. Il chasse les habitants. Un responsable de la procédure m'a déjà dit qu'on allait nous déloger. Des autorités sont venues nous voir, mais jamais les vrais propriétaires qui veulent construire ici. Pour moi, c'est un signe que cette entreprise n'est pas nette. L'accord entre Green Madaland et l'État a en effet été annulé en 2019. Le décret correspondant adopté en Conseil des ministres et publié au journal officiel numéro 3928 du 23 décembre 2019 précise que le bail foncier est purement et simplement annulé et que le terrain redevient propriété de l'État libre à la vente. Selon le droit, la publication au journal officiel rend la décision immédiatement applicable. Si l'entreprise poursuit ses activités avec le soutien de l'État, ce serait, selon les politiciens, la preuve d'un arbitrage politique partiel. La situation pose question, d'autant que c'est toujours l'actuel président qui a reçu la communication verbale de 2020. Pourquoi ne prend-il pas de mesures face à cette illégalité? Et persiste-t-il à dire que le décret que nous avons adopté n'est pas légal? Si c'était le cas, le Conseil des ministres aurait pu prendre des mesures. À notre connaissance, aucun recours n'a annulé ce décret que j'ai initié pour mettre fin à ce bail entre Green Madaland et l'État. D'aucuns s'interrogent sur le rôle d'Andredwil dans cette affaire. Se retranchera-t-il derrière l'argument de la non-implication comme dans le dossier Boeing pour dire ensuite que l'État a été trompé? Et localement, les autorités nommées ou élues semblent fermer les yeux. Le maire n'intervient pas, le conseil municipal reste passif face aux infractions à la loi. Les habitants rappellent que selon la loi, l'entreprise n'a donc plus le droit d'opérer à Sakati. Les œuvres sociales prévues par l'entreprise sont une bonne chose, mais les mauvaises intentions derrière ne sont pas acceptables. Les terres héritées des ancêtres et qui font vivre la population toute l'année ne peuvent pas être échangées contre des fournitures qui ne durent pas un an, ont-ils déclaré. Cette position rejoint celle de plusieurs organisations de la société civile, dont le collectif Tang, qui dénonce les manœuvres et l'exploitation de la précarité des familles pour obtenir de manière opaque des bénéfices personnels.
Plus de 2 semaines après la révélation de l'affaire des Boeing 777 immatriculés à Madagascar et arrivés discrètement en Iran, les enquêtes menées par les autorités malgaches n'ont toujours pas apporté de réponse aux nombreuses questions soulevées. 2 personnes dont un ressortissant indien auraient été arrêtées et 2 employés de l'ACM seraient actuellement auditionnés. Ce sont toujours les petits poissons, ceux qui reçoivent des ordres, qui sont poursuivis, dénonce le président du parti Kitan. Selon lui, l'enquête ne devrait pas s'arrêter là, car de nombreux hauts responsables seraient impliqués. Il estime qu'Andadzwili Christiantsay devrait être les premiers entendus en tant que détenteur du plus haut pouvoir dans le pays. Aucun accord de ce type avec un pays comme l'Iran n'aurait pu être conclu sans leur approbation. Vient ensuite le directeur général de l'ACM. C'est faux et mensonger de dire que le président de la République et le chef du gouvernement n'étaient pas au courant d'une telle affaire. On devrait interroger en premier le président et le chef du gouvernement. C'est sur eux qu'il faut ouvrir une enquête sérieuse et non uniquement sur les sous-fifres qui ne font que suivre des ordres. Beaucoup de personnes sont impliquées, le président, le premier ministre, le ministre qui a été limogé et le DG de l'ACM qui a accordé l'immatriculation. Les Malgaches ne doivent pas laisser passer cela. Chaque jour, il faut exiger la vérité. Ces avions ont quitté la Chine pour l'Iran. Étaient-ils vides ou transportaient-ils des armes ou autre chose à destination de l'Iran? C'est pour cette raison que les Américains ne laisseront pas passer cette affaire. Si Andadzwili Christiantsay affirme n'avoir eu aucune connaissance de cette opération, il devrait alors démissionner, estime le parti Kitan. Leur ignorance signifierait qu'ils ne maîtrisent pas la gestion du pays et ignorent ce qui s'y passe réellement. L'affaire ternit déjà l'image de Madagascar sur la scène internationale. L'Iran a probablement choisi un pays où la corruption prévaut, selon Taber Ranjemanatu. Au-delà des sanctions éventuelles, cette image d'un pays gangrené par la corruption pourrait donc avoir de lourdes conséquences économiques et décourager les investisseurs étrangers. La confiance des investisseurs est en jeu. Les bailleurs et investisseurs surveillent de près le climat des affaires et la corruption dans un pays. Quand la corruption prédomine, cela donne une mauvaise image de Madagascar, réduit le volume des relations commerciales, décourage les investisseurs et peut même fermer l'accès aux autres marchés potentiels. Selon le président du parti Kitan, Andadzwili et Christiantsay ne peuvent se dérober à leurs responsabilités dans ce dossier. Il appelle le Bianco et toutes les institutions de lutte contre la corruption à ouvrir une enquête. Les députés, dit-il, devraient également se réunir rapidement pour lancer une enquête parlementaire sur cette affaire. La plateforme Fressakin avait prévu 2 événements à Mahajang, mais ceux-ci ont été entravés par les autorités. Le premier prévu aujourd'hui devait rassembler les membres des 5 partis politiques regroupés au sein de Fressakin pour une formation et une sensibilisation visant à renforcer leur union. Le second, programmé pour demain, est l'intronisation officielle du député Afakhan Christian. Les 2 initiatives ont été bloquées, ce qui constitue, selon la plateforme, une violation des droits fondamentaux et de la loi. Malgré le refus d'autorisation, le député concerné assure que la cérémonie aura bien lieu. Le régime actuel multiplie les tournées à travers le pays pour faire accepter de manière indirecte l'idée d'un 3e mandat du président. Pourtant, rien de ce qu'ils ont entrepris n'aboutit et ils nous forcent à suivre leur lubie. Nous sommes prêts. Nous maintiendrons la cérémonie demain à Mahajang. La ville est sous tension. Les habitants ont exprimé leur mécontentement lors d'une émission locale et revendiquent la tenue de cet événement. On verra ce qui se passera, mais nous, organisateurs et citoyens, serons au rendez-vous. Le député et les habitants de Mahajang 1 comptent donc procéder comme prévu à la cérémonie de remise de l'écharpe parlementaire. La restriction de la liberté de réunion et d'expression garantie par l'article 10 de la Constitution s'accentue, déplore l'opposition.
C'est un État mafieux qui est en place, incapable de résoudre les problèmes qui accablent le pays, affirme le président national du team. Ils avaient d'abord accepté la tenue de la cérémonie, puis ont soudainement changé d'avis. Pour qu'ils se prennent-ils? Prennent-ils la population pour n'importe quoi? C'est du terrorisme d'État. La communauté internationale le saura, y compris les membres de la SADC, dont le secrétaire général a rencontré le dirigeant hier. Bien fait pour eux, qui se croyaient au-dessus de tout. Nous verrons la suite. Je n'ai jamais vu pareille situation. Tout le monde quitte le pays, surtout les jeunes, à cause de l'absence de développement. La plateforme Firesekin réitère sa condamnation, dénonçant un deux poids deux mesures dans la gestion du pays. Les regards sont désormais tournés vers Mahadang pour voir ce qui se passera demain. Le régime Radziwiłł vient une nouvelle fois de rompre une promesse. Des groupes électrogènes seront utilisés pour faire fonctionner le téléphérique, dont l'ouverture partielle au public est prévue le 16 août prochain, selon le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes. Pour rappel, après avoir obtenu l'autorisation de l'Office national pour l'environnement en mars 2022, les dirigeants avaient assuré que le téléphérique serait un projet respectueux de l'environnement, destiné à désengorger la capitale et à améliorer la qualité de l'air. Mais si ce sont des groupes électrogènes qui l'alimentent, cela signifie que le défi de mettre en place une infrastructure d'approvisionnement en énergie solaire n'a toujours pas été relevé. Selon le président du parti Tsarataafn, les manquements sont une habitude pour le régime Radziwiłł. Ce n'est pas la première fois qu'ils montent ainsi. Ils font des promesses, mais ne les tiennent pas. Incapables, pour l'instant, de construire une source d'énergie verte, ils se rabattent sur les groupes électrogènes. Ils en utilisent même pour les bus électriques. Au final, on continue de consommer du carburant, donc des énergies fossiles, sans aucune autonomie. Si le prix du carburant augmente, le coût d'exploitation de ce type de transport grimpe aussi. Et selon mes informations, aucune société ne veut exploiter ce téléphérique. Des propositions ont été faites, mais personne n'accepte, car ce n'est pas rentable. Surtout avec une alimentation fossile. Il s'agit d'un projet non rentable, conçu surtout pour impressionner les visiteurs étrangers. Le prix du billet devrait se situer entre 3 000 et 4 000 ayars, sauf changement. Officiellement, il est présenté comme accessible au grand public, mais face à l'aggravation de la pauvreté, tout le monde pourra-t-il se le permettre, se demandent les observateurs. Ce projet ne générera aucun revenu, affirme l'opposition, mais les Malgaches devront rembourser la dette contractée pour sa construction, à savoir 152 millions d'euros, soit 773 milliards d'ayars. Un fardeau aggravé par la dépréciation de la monnaie nationale, alors que le remboursement annuel était estimé à 58 milliards d'ayars au départ, il atteint désormais 62 milliards en raison de la baisse de l'ayar face à l'euro.